Salut Romain. Oh, salut Sophie. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va très bien, je t'embrasse. Qu'est-ce que tu fais là? Je me balade. Tu te balades à Saint-Raphaël? Exactement. Saint-Raphaël et pas que. Et pas que? Non, je suis en quête des pépites de l'Estérel, figure-toi. Ah, ça, je peux peut-être faire un truc pour toi. Ouais, mais c'est pour ça que je viens à ta rencontre, parce que je savais que tu pourrais m'emmener. En tout cas, me balader en mer pour commencer, Écoute, si tu veux bien. J'allais y aller, il fait beau, j'avais envie de faire un petit tour sur l'eau, le bateau est prêt en plus, donc si tu veux, je t'emmène, on est parti. Parfait. Allez, tiens, donne-moi la main. Merci. On Quel embarque. gentleman. Bienvenue à bord. De l'Atlantique, toi? Moi, je viens de La Rochelle. Et donc, je suis venu m'installer en 2007 sur la commune de Saint-Raphaël. Et j'ai découvert en arrivant le massif de l'Estérel. Et je suis tombé amoureux de cet endroit-là. Dans le prolongement du massif des Morts, il y a le massif de l'Estérel qui est juste derrière la Saint-Raphaël. Exactement. Et il est intégralement sur le territoire de Saint-Raphaël. Et il s'arrête à Théoul-sur-Mer, au début des Alpes-Maritimes. 40 km de côte à peu près, ça fait 36 000 hectares. C'est une zone Natura 2000 depuis pas mal de temps déjà. Et c'est un trésor tant sur le littoral que côté terre. Il y a vraiment des choses incroyables à découvrir de tous les côtés. Ce que je trouve particulièrement appréciable, c'est de voir la séparation entre l'urbanisation et la zone vraiment naturelle. Exactement, là on est sur la commune d'Antéor. Et dès qu'on passe Antéor, on arrive, moi, sur ma partie préférée du massif. C'est la partie la plus sauvage, la plus naturelle. On a seulement la roche à l'état pur. Il y a presque un petit côté Colorado. Alors tu vois, là on passe dans la petite calanque de Saint-Barthélemy. Moi, c'est vraiment un de mes secret spots que je préfère dans l'Estérel. C'est la seule calanque qui a la particularité d'être parallèle à la côte, pas perpendiculaire. Donc si tu t'approches pas vraiment à la roche, tu ne la vois pas. Et c'est une petite calanque où normalement très peu de bateaux passent. Il y a à peine 1 mètre d'eau au milieu. Et on est vraiment là au plus près de la roche. On a juste à tendre le bras, on pourrait presque la toucher. Et c'est un endroit du coup où il y a très peu de monde et on est vraiment perdu dans les rochers. La première pépite de ce voyage est juste devant nous, mais avant de partir à la découverte des trésors de l'Estérel sur la côte d'Azur, cap sur Saint-Tropez, le légendaire village de Saint-Tropez. Allons voir les vieux gréments, les classiques, et tu verras, c'est un spectacle qui vaut le coup d'œil également. Le voyage de Sophie ne fait que commencer. Alors ce qu'on voit autour de nous, c'est cette roche rouge qu'on appelle la rhyolite. C'est le résultat d'un volcanisme violent et explosif qui va donner ces magnifiques paysages, cette roche rouge qu'on voit partout dans l'Estérel. Si tu aimes le sport, c'est sûr que c'est une région qui s'y prête sur tout ce qui est trail, course à pied, vélo, escalade. Elle ne le sait pas encore. Là, je t'ai réservé une petite surprise. Surtout, je vais te poser pour prendre l'apéro. Ah, je te vois venir. C'est haut quand même. Mais ça ne sera pas de tout repos. On a une plante qui est le figuier de Barbarie, mais pour nous, il est considéré comme une invasive. Tu vas nous demander de les enlever en fait. Voilà. Heureusement, après les efforts, vient le réconfort. Escargot de Calas, on va en mettre un sur chaque champignon, un petit peu tarhouze, et voilà. On part du principe qu'on est ce qu'on mange. Le but du jeu, c'est quand même de produire des légumes le plus sain et le plus naturel possible. On vient cueillir ce raisin, qui est du raisin framboise, et c'est un raisin qui a vraiment le goût de framboise. Le massif de l'Estérel. J'ai eu un coup de cœur pour Fayence et ses alentours. C'est un lieu qui donne envie de vivre. Entre village et nature. La dernière fois, on a vu un beau mâle qui bramait là. Et ils se retrouvent essentiellement ici. C'est leur lieu de prédilection en la reproduction. Bienvenue dans l'Estérel. Alors tu vois, Louis, on a
de la chance, hein. On est samedi, c'est un des 2 jours de marché de la semaine à Saint-Tropez, sur la place des Lys. Et là, comme tu peux le voir, c'est un marché qui est vraiment resté typique, traditionnel, provençal. C'est le marché qu'on aurait dans n'importe quel petit village de Provence, sous les platanes. Mais Saint-Tropez a quand même plusieurs visages, hein. Il y a le Saint-Tropez historique, petit village de pêcheurs, le Saint-Tropez très touristique de cartes postales, comme ici sur la place des Lys. C'est aussi le Saint-Tropez des boutiques de luxe et des VIP. C'est clair, c'est sûr que Saint-Tropez, il y a une parenthèse de 3-4 mois durant l'été où c'est extrêmement luxe, où il y a une clientèle jet set. Mais pour moi, cette clientèle-là vient durant l'été à Saint-Tropez parce que c'est un village provençal qui a gardé son âme. Merci. Merci beaucoup. Passez une très bonne journée. C'est gentil, voici. Alors, Goûte-moi ça, tu vas voir un peu. Alors? bah, forcément c'est bon. C'est ça le problème, c'est que la tarte tropézienne, c'est bon. C'est un des problèmes, je suis d'accord. Tu sais d'où ça vient le nom de la tarte tropézienne? Déjà de Saint-Tropez, ça c'est sûr, mais... De Saint-Tropez, bien sûr, Ouais. mais celle qui a vraiment donné naissance au Saint-Tropez moderne, ça reste Brigitte Bardot, Oui. qui est venue ici, elle était toute jeune, hein. C'était en 57 quand ils sont venus tourner Et Dieu créa la femme. Et en fait, pendant le tournage, l'équipe du film venait chercher les repas du staff, les sandwichs, les salades, les pâtisseries, dans une toute petite pâtisserie qu'il y avait à Saint-Tropez. Et Brigitte Bardot est tombée amoureuse de cette pâtisserie et lui a dit mais tu dois absolument continuer à faire ça, c'est magnifique, tu devrais l'appeler la tarte tropézienne. Et c'est venu de là. Et voilà, grâce à Brigitte Bardot, qui a fait beaucoup quand même pour Saint-Tropez, hein, Brigitte Bardot. Hein. Qui a fait pas l'essentiel, Pour mais la pas loin quand même. notoriété de Ouais, ouais, Saint-Tropez. ouais. Tiens, regarde là, on sort un peu de la vieille ville, on retourne sur le bord de mer. La mer est jamais loin à Saint-Tropez. D'ailleurs, des voiles sont en train de sortir à parfois la Contarde de trop. Et oui, les voiles de Saint-Tropez... Ne nous attendent pas. sont tous plus beaux les uns que les autres, hein, ces bateaux. Ah, mais là, tu as parmi les plus beaux de Méditerranée, mais même les plus beaux de la planète. Un bateau princier, celui-là. Tu dis, il y a enregistré le club de Monaco, c'est le bateau du prince. Ouais. Tiens, regarde, à côté, il y a Sunshine. Okay. C'est le bateau d'un copain. Je pense que Perry est à bord, il doit préparer son départ. Ça peut être sympa de voir s'il a le temps de nous parler de son bateau. C'est même très sympa. C'est pas donné à tout le monde en plus, hein, quand on n'est pas marin. Un bateau sur le port de Saint-Tropez, non. Perry, bonjour. Bonjour, ça va? Salut Perry, comment vas-tu? Bien. Tu es en forme? J'étais sur le port avec une amie, avec Sophie. Bonjour Perry. Et je me suis permis de monter à bord, je voulais lui montrer ton bateau. Enchanté Sophie. Vous venez compléter l'équipage pour la course? Merci. Je suis curieuse d'en savoir un petit peu plus sur votre bateau. Vous pouvez me raconter son histoire? Oui, c'est une goélette. C'est une réplique du Sunshine original. L'original a été construit en Écosse en 1900. Et malheureusement, il a coulé. Pour les amoureux des bateaux, c'est émouvant de voir des répliques comme celle-ci. Surtout, comme tu peux t'en apercevoir, on ne dirait pas une réplique. Le bateau a été construit à l'identique, avec les mêmes matériaux. Regarde, les poulies sont en bois, tout est sur mesure, tout est fait pour le bateau. Voilà, on ne fait pas la différence. On a participé à de nombreuses régates avec ce bateau en Méditerranée. Pour nous, la course d'aujourd'hui est très spéciale. Pour la tradition, pour le respect des bateaux anciens. Pour les petits et les grands, c'est fantastique. Ça donne le sourire. Ouais. Merci pour votre accueil, capitaine, et bon vent. Merci à vous. Allez Sophie, t'as vu, les bateaux partent. Faut vraiment qu'on sorte du port, on embarque et on va voir le spectacle. C'est un peu l'embouteillage là, hein, dans le golfe de Saint-Tropez. J'ai un peu du mal à m'y retrouver entre les différentes catégories de bateaux. Par exemple, juste à côté de nous. Alors là, on est sur un bateau de légende, c'est Atlantique. Alors ce qui est rigolo sur Atlantique, c'est que cette unité-là est également une réplique du vrai bateau Atlantique. Et c'est un bateau qui a eu le record de la traversée de l'Atlantique pendant quasiment 90 ans.
tu visites ce bateau-là, tu as des baignoires en fonte, tu as limite un piano à queue dans le bateau. Hein. C'est des bateaux qui sont extrêmement lourds, extrêmement massifs. Et c'était un bateau, lui, en 1905, qui était à la pointe de la technologie. Mais tu servait à quoi à l'origine en 1905? Qui avait été créé pourquoi? Mais c'est le début du yachting, si tu veux. Ça a été le début de la plaisance. C'est-à-dire qu'on a commencé à naviguer pour le plaisir. Avant, il n'y avait que des gens qui allaient sur l'eau pour travailler, pour pêcher, qui avaient l'idée d'aller sur l'eau pour le plaisir. Ça n'existait pas. Toi, ça fait combien de temps que tu assistes à ces vols de Saint-Tropez? Je crois que c'est mes 14e. Ok. Mais tu veux que je te dise, je viens toujours avec le même plaisir et comme un enfant le matin de Noël. J'ai les yeux qui s'émerveillent à chaque fois. Il y a une ambiance un peu de fête, c'est la fin de la saison pour tout le monde. Après les voiles de Saint-Tropez, tous les bateaux vont rejoindre leur port d'attache, les équipages débarquent. C'est la fin de l'été. Attention pour le départ. 5, 4, 3, 2, 1, top. Allez, top. Ah là, il n'y a plus de copains. Hein. Non, on se donne un coup de main à terre, on est copains au bistrot, mais dès qu'on est en course, ça rigole plus. Bon, alors attends, il en est où notre Sunshine? Est-ce qu'il a fait un bon départ? Il est juste là, je dirais qu'il est en 4e position. Sur sa catégorie, il y a 7 bateaux qui courent, donc milieu de flotte. Pas un bon départ, mais pas un mauvais départ. Je leur donne 2 heures, 2 heures et demie de parcours, je pense à peu près aujourd'hui. Dis donc, toi qui es un amoureux des bateaux, t'es pas un peu frustré là d'être à la barre de ton bateau moteur? Tu rêverais pas d'être plutôt à bord d'un vieux gréement comme celui-là? Ouais, tu commences à bien me connaître, hein, mais... Moi, l'arrière-plan qui me comble de joie, c'est d'avoir l'Estérel juste derrière nous. L'Estérel vue de la mer. Donc accélération. On laisse décoller. Et c'est parti. Lionel et Thomas, eux, ont choisi la version Estérel vue du ciel. Coincé entre Cannes et Saint-Raphaël, le massif est constellé de pics rocheux. On va directement sur le mont Vinaigre, qui est à une altitude d'à peu près, je crois, 614 mètres. Alors on va faire une leçon de pilotage, donc c'est intéressant parce qu'il y a le relief. Et le relief va nous permettre, en fait, permet surtout à l'élève d'appréhender les altitudes. C'est le terrain de jeu favori de Thomas pour confier ses astuces de pilotage. On va faire le tour du pic de l'Ours. Dans un décor à couper le souffle. Les paysages changent parce que la luminosité change aussi en fonction des heures. Et on s'en lasse pas, je crois que c'est une des plus belles régions de France pour apprendre à piloter un ULM. Moi j'adore parce que tu as ce contraste entre la mer, la montagne, la couleur rouge de la roche, c'est extraordinaire. Et en plus derrière, en toile de fond, tu as carrément Cannes, voire même plus loin les îles de l'Érins, c'est Nice. Quel que soit l'angle choisi, cette curiosité géologique s'impose dans le paysage. Mais il faut avoir un œil d'expert pour comprendre ses subtilités. 270 millions d'années après son éruption, les restes de cet ancien volcan s'étendent sur plus de 32 000 hectares. Une vaste zone de recherche que connaissent bien les guides et les géologues. Cette petite équipe s'est donné rendez-vous à l'emplacement d'un ancien lac pour y observer des ripple marks. On sent le relief. Ah, super. On sent le relief. Donc... Des vaguelettes fossilisées bien avant l'apparition des premiers dinosaures. Nous avons ce clapotis de l'eau qui va donner cette forme au sédiment. Et là, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant. Là, ça va être un moyen plus concret de faire comprendre aux gens que dans cette région de l'Estérel, il y avait un grand lac qui a disparu. Et les traces qu'on a de ce grand lac, eh bien, ce sont ces ripple marks, entre autres. Leur objectif est de définir les étapes d'un futur géoparc. Une sorte de promenade géologique pour expliquer au plus grand nombre ce territoire si particulier. Là déjà, on peut voir ici des colonnes prismatiques. C'est quand nous avons la lave qui va se sécher. Donc c'est quelque chose qui est intéressant, ça aussi à expliquer au public. Ouais. Alors ce qu'on voit autour de nous, c'est cette roche rouge qu'on appelle la rhyolite. C'est le résultat d'un volcanisme violent et explosif
qui va donner ces magnifiques paysages, cette roche rouge qu'on voit partout dans l'Estérel. Ah oui, on voit bien les cristaux là. Il y a quartz, ceux qui brillent au soleil. Et puis ceux qui sont un petit peu rosés là, c'est les feldspaths potassiques dans l'Estérel. Dans quelques mois, ces spécialistes guideront les randonneurs pour qui cette roche n'aura plus aucun secret. Quand on a des usagers qui vont venir se promener dans les coins, ça peut leur permettre d'avoir des lectures de paysages facilitées. Et on s'intéresse à une chose quand on la connaît mieux. Et mieux connaître une chose, c'est aussi mieux vouloir la préserver, mieux vouloir la protéger. Cette couleur rouge ocre fascine les voyageurs depuis longtemps. En contrebas du massif, une route mythique, la route de la Corniche, est une invitation pour tous les amoureux de liberté, en particulier ceux qui partagent la passion des véhicules anciens. Ça va? Bon, on va faire un tour sur la... C'est la Corniche? Sur le bord de mer? Ouais. Robert, un Anglais installé dans la région depuis 30 ans, fait partie d'un club de Vespa. Un groupe de copains pour qui la Corniche est un must de l'arrière-saison. On est un petit club d'une quinzaine de membres et on adore sortir justement ce genre de balade où on peut vraiment apprécier le paysage, où on a d'un côté la mer Azur et les montagnes. On est vraiment gâtés dans la région. Voilà, les deux roues se régalent. Le plaisir, c'est de se retrouver entre amis, passionnés, voilà, se suivre tout en promenant dans des endroits magnifiques, la route de la Corniche qui est sublime, avec des vues splendides. Rendez-vous de balade incontournable, le massif de l'Estérel est un des plus beaux espaces naturels de la Côte d'Azur. Bonjour à tous. Ça va, vous allez bien? Très bien. Ouais. Bienvenue ici au port du Poussail. On va partir à bord de cette grande embarcation, de ce qu'on appelle nous les gondoles de l'Estérel. Donc il y a des pagaies, s'il y en a qui veulent m'aider à faire avancer l'embarcation, vous êtes les bienvenus. Bonjour, bonjour. Ah, bonjour. Je suis un peu en retard, je crois, pardon. Oh là, c'est pas grave, c'est pas grave. Salut Cédric. Salut, enchanté. Alors, quand tu m'as dit, viens me retrouver sur le petit port, je serai habillé en gondolier, j'ai cru que tu me faisais une blague en fait. Non, pas du tout. On est bienvenus sur les gondoles de l'Estérel. Et t'es vraiment le gondolier de l'Estérel. Le vrai gondolier de l'Estérel. C'est ça ta gondole. Exactement. C'est un énorme paddle en fait. C'est un énorme paddle. On va pouvoir évoluer au fil de l'eau pour se rapprocher des roches rouges de l'Estérel et découvrir des endroits inaccessibles à pied et en bateau. On te suit. Tu chantes aussi, gondolier? Oh, salamia. On est d'accord qu'il n'y a que Sophie qui pagaie aujourd'hui, comme ça. Oh, le piège. En cadence, les amis, en cadence. Je vais vous emmener découvrir l'île d'Or. Enfin, du moins, on va s'en approcher. D'accord. Car on n'a pas le droit d'aller dessus, car elle est privée. Oh, les vénards qui vivent ici. Eh oui, la tour que tu vois, c'est une maison, une résidence secondaire. L'île, forcément, à la base, il n'y avait pas de tour dessus. Elle appartenait à l'État. Et en fait, en 1894, l'État l'a vendue aux enchères à 280 francs d'or. Ce qui représente à 880 € maintenant. Ouais. Mais c'est pas cher du tout. C'est pas cher du tout, non. Le monsieur qui a fait construire cette tour-là, Auguste Dutour, il était un peu mégalo. Le jour où il a inauguré cette tour, il s'est autoproclamé Auguste Ier, roi de l'île d'Or. Ah ouais, donc c'est presque sa république. Ah quoi. ouais, voilà, il a même frappé sa monnaie, ses timbres, il a créé son hymne national. République indépendante de l'île d'Or. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans cette activité, Cédric? Tout simplement l'amour de la nature, de la région, du coin.
Je voulais vraiment faire découvrir ça au plus grand nombre et de manière écologique, avec un minimum d'impact sur la nature et notre environnement. Et voilà, donc avec mon diplôme de maître nageur, je me suis dit, je vais amener les gens se baigner sur les plus beaux spots des calanques de l'Estérel de cette manière insolite. Donc là, on va s'approcher de la grotte des contrebandiers. Ces contrebandiers, là, ils venaient faire quel type de trafic ici? Alors ici, c'est la contrebande de tabac, d'alcool, etc. à une certaine époque. Tu vois, il y a encore des traces des contrebandiers. On devine ici encore un morceau où ils attachaient des chaînes et ils attachaient aussi des bateaux. On vient de voir une chauve-souris, hop là! Ouais, magnifique. Voilà, elle nous fait un petit balai là. Ça va toujours toute l'équipe? Ça va! Non, j'entends rien. Est-ce que ça va toujours? Ça va! Au pagaie, au pagaie! Au pagaie, au pagaie! Où t'as mis la pagaie? Où t'as mis la pagaie? Et on ne peut plus pagayer! Et on ne peut plus pagayer! Oh là là, mais vous êtes le meilleur groupe que j'ai jamais eu! Bravo à vous! Mais bien sûr, mais bien sûr! T'as rangé ton canotier, Cédric? Eh oui, ça y est, j'ai troqué le chapeau contre les chaussures de randonnée. Après t'avoir fait découvrir côté mer, je t'emmène découvrir le côté terre. On est ici au cœur du massif de l'Estérel. Ouais, c'est toujours un émerveillement. Ah, c'est ce contraste des roches rouges et de ces pins, c'est assez exceptionnel. Quand on était vers l'île d'Or, là, tout à l'heure, tu m'as raconté que l'île s'était détachée du massif. Est-ce qu'il y a d'autres îles qui se sont formées de la même manière, là, en Méditerranée? Oui, une notamment bien plus connue. Il y a un pan de terre qui s'est détaché, justement, il y a 200 millions d'années en arrière, qui est parti à la dérive. Et la Corse est née. Ah, c'est vrai? Oui, d'ailleurs, on peut retrouver des aspects de cette rhyolite, notamment dans les calanques de Piana en Corse. Extraordinaire, cette roche rouge atypique qui plonge dans l'eau. C'est un paysage similaire, donc c'est assez hallucinant. On peut dire que l'île de Beauté est un petit bout de l'Estérel. Et en parlant de beauté, là, c'est sublime. Hein. Voilà, c'est une vue panoramique sur les îles de Lérins qui se trouvent juste ici. Pile là où on se trouve, ici, se trouvait donc Saint-Honorat. C'était un ermite, Saint-Honorat? Oui, exactement. Et se serait exilé sur l'une de ces deux îles. Et la légende raconte que lorsqu'il est arrivé sur l'île, elle était soi-disant pleine de serpents. Et donc il aurait prié les dieux pour les chasser. La mer serait montée, se serait tellement agitée qu'il serait resté longtemps en haut d'un palmier à prier pour que tous ces serpents s'en aillent. Et ben c'est maintenant le symbole de Cannes, la palme du palmier, la palme d'or qu'on retrouve au Festival de Cannes, etc. Donc c'est devenu un peu l'emblème cannois. Nous voilà arrivés à la grotte de Saint-Honorat. Oui, je vois que ça reste un lieu de prière et de recueillement ici. Il est écrit qu'au XVIIe siècle, un frère, le frère Laurent Bonhomme, a vécu dans cette grotte pendant plus de 40 ans. Quand je retourne à mon désert, il me semble que je suis au paradis. Il est long d'apprendre et la vie est courte. C'est beau. À méditer. Tu vois mon côté caméléon? J'ai tellement chaud que j'ai l'impression que j'ai les joues qui sont devenues couleur Estérel. Ah bah voilà, tu vois, tu fonds dans le décor, c'est magnifique ça. Et Saint-Raphaël, regarde avec ce mont là, donc on appelle ça le pic du Pilon. En pilon en provençal, ça veut dire colonne justement. Et juste après, on voit le sémaphore du Dramont, là où on était tout à l'heure sur la gondole. C'est extraordinaire. Quand on est ici, on se sent bien, on se sent revivifié. On a cet air marin et à la fois cette odeur de la nature. C'est une zone vraiment où je me sens bien. Toi qui es originaire de Saint-Raphaël, c'est une part de ton enfance aussi, j'imagine. Les premières aventures se déroulent ici? Les premières aventures, et ensuite j'ai grandi aussi ici. J'ai fait beaucoup de sport, de la course à pied, du vélo, de la natation. Voilà, j'ai une histoire assez particulière avec l'Estérel parce que moi, avant d'en arriver là,
j'étais athlète de haut niveau, et donc le triathlon notamment. Et dans le triathlon, ça m'a amené à découvrir vraiment beaucoup de panoramas pour s'entraîner, des cols, des montées, des descentes, des points techniques. Et finalement, au fur et à mesure des années, c'en est devenu mon métier. Merci beaucoup pour cette balade sur l'eau et sur terre à la découverte de l'Estérel. Avec grand plaisir, Sophie. Matin de course, 2 choses à checker indispensables, c'est la pression des pneus et l'huile sur la chaîne. Avant chaque course, Mathieu Ruffray répète les mêmes gestes. Ceux qui lui ont permis à 27 ans de devenir l'un des meilleurs vététistes de sa génération. Je suis désolé ma fille, tu me fais de la peine, mais je peux pas t'amener. Ben voilà, hein. On est parti. Non, toi tu... Mathieu a grandi ici, au pied du rocher de Roquebrune, un mastodonte de pierre sur lequel il s'amuse depuis qu'il est enfant. Ça va, papa? Yes. C'est fait? Ouais, bonne journée, bisous. Aujourd'hui, c'est au cœur de son village qu'a lieu le départ de la course, le Roc d'Azur. L'un des rendez-vous majeurs des cyclistes tout-terrain depuis 40 ans. De manière générale, le Roc d'Azur, c'est un événement qui rassemble énormément de monde, énormément de passionnés. C'est toujours génial de partager des moments avec tous les passionnés de VTT. Et c'est vrai que quand tu rentres ici, que tu es à la maison, qu'il y a une course à la maison et que c'est la dernière de l'année, c'est toujours hyper plaisant. Ouais. Et c'est parti maintenant! Pour cette édition, 20 000 participants de tous niveaux sont attendus sur les 4 prochains jours. Bon ça y est, on est parti. On rentre sur les chemins en terre. Très vite, les coureurs s'enfoncent au cœur d'un massif sauvage où les sentiers semblent tracés depuis toujours pour le vélo. Une distance de 30 km pour un dénivelé positif de 1145 mètres. Venus prêter main forte dans l'organisation, les habitants du village ne perdent pas une miette du spectacle. Le côté sportif, j'adore, la convivialité et puis le challenge, voilà. Bonjour. Vous avez ce qu'il faut, c'est bon? C'est bon, merci. Ok. Ça arrive, les crevaisons. Lancé à pleine vitesse, Mathieu double un par un ses concurrents. Merci. Avant de s'autoriser une petite pause énergétique. On a un terrain de jeu qui est énorme, que ce soit l'Estérel, le massif des Morts et après même plus loin vers Nice, etc. Il y a du soleil toute l'année, donc c'est vrai que pour s'entraîner c'est vraiment les conditions idéales. Si tu aimes le sport, c'est sûr que c'est une région qui s'y prête, surtout les sports extérieurs, on va dire tout ce qui est trail, course à pied, vélo, escalade. Mathieu reprend vite la route sur les chemins de son enfance, conscient de la chance d'être né dans cette région taillée pour les défis. Au pied de l'Estérel, d'autres sportifs vont eux aussi se mettre à l'épreuve. Mais dans une ambiance encore plus musclée. 2 minutes du départ, 2 minutes avant votre départ. Bon Et c'est Cédric qui s'occupe de l'accueil. Spartan, quel est votre métier? C'est le feu, c'est de la balle. On est près de 7000 pour ce week-end. 7000 à courir, sauter, nager, ramper. C'est le feu, c'est le feu. Et on s'est lancé sur cette édition 2024 ici à Estérel. 5, 4, 3, 2, 1 et bonne La Spartan Race est lancée. Une course à pied, oui, mais avec une petite subtilité. Elle est jalonnée d'obstacles plus insurmontables les uns que les autres. Une nouvelle forme de sport qui surfe sur la vague du dépassement de soi et qui a déjà ses fidèles, comme Brice. Un Savoyard qui participe ici pour la 4e fois. Un petit peu la pression toujours, même si on est bien préparé. Il y a toujours ces petits doutes, la blessure, les collègues qui sont plus rapides, mais ça va faire, c'est de la bonne pression. On vient pour ça de toute manière. Aujourd'hui, il faudra tenir 20 km au pas de course.
À peine le temps de profiter de la vue spectaculaire sur le cap Dramont et l'île d'Or. Mais assez pour tester son endurance, sa force ou son sens de l'équilibre. Et quand ça ne passe pas, on est soumis au régime spartiate. Chaque année, c'est différent. C'est toujours un challenge, mentalement et physiquement, de participer à une Spartan Race. Se faire mal, ça fait du bien. Voilà en résumé l'état d'esprit. Même si à l'approche de la ligne d'arrivée, quelques encouragements ne sont pas de refus. 3 heures au bout de l'effort, Brice passe enfin l'arche des vainqueurs. Pas peu fier de l'exemple qu'il aura donné à ses enfants. Faut venir, faut en faire une, et puis après, je pense que le faire, c'est plus facile que le décrire, puis l'arriver avec le monde, la famille, les enfants, c'est que du bonheur. T'as mangé des bonbons avec moi? Ce week-end, l'Estérel a tenu ses promesses. Faire vibrer les amoureux d'action et de sensations fortes. Bonjour. Bonjour Sophie. Je te dérange pas? Non, j'étais en train de travailler sur les collections. D'accord. Alors ces amphores-là, c'est une collection spectaculaire, impressionnante. Elles ont été découvertes dans quelles circonstances? Ça, c'est une des toutes premières épaves qui va être découverte à Saint-Raphaël, c'est l'épave Dramois. Elle gît pas très loin de l'île d'Or. C'est un navire qui est tellement important, il fait plus de 40 mètres de long. Il y a peut-être 3000 amphores à bord. Du coup, il faut bien étudier ces objets et on va retrouver ces objets. On retrouve ces objets ici. Ce sont ces amphores qui font partie des premières collections de ce musée archéologique? Alors, on va jouer sur les mots. Ouais. En fait, avant d'être un musée, cet espace était un dépôt de fouilles. C'est-à-dire que ces centaines d'amphores sont venus ici pour être étudiés, dessalés, stockés proprement. Et puis, bien finalement, le territoire de Saint-Raphaël est tellement riche en épaves que bien, des équipes de plongeurs et d'archéologues vont faire des découvertes, vont étudier des lieux, des épaves, et vont regrouper le matériel ici. Et en 1968, ça deviendra le musée archéologique de Saint-Raphaël que l'on connaît. Alors, je vais te montrer un point de vue magnifique au sommet de la tour. Bon, il y a 129 marches, mais ça vaut vraiment le coup. Ça me fait pas peur. Vas-y. Tu m'avais pas menti, Anne. La vue est magnifique là, sur Saint-Raphaël. Là en face, tu as les morts. En fait, c'est la continuité du massif de l'Estérel. Ouais. Derrière toi, le massif de l'Estérel. Bien sûr. Voilà. Et moi, je vais aller t'emmener plonger par là-bas. Là, on est vraiment au cœur de ta passion. Hein, quand on parle de plongée. En fait, sous l'eau, il y a la vie des animaux, des poissons. Les fonds marins sont très très beaux. Mais en même temps, il y a la vie de l'homme qui est ici, qui s'est arrêté à cet instant T là, quand je sors une amphore de l'eau. Eh bien, l'amphore, la dernière personne qu'elle a vue, c'est le Romain qui l'a déposé à bord, en fait. C'est ça. Et après, il se passe 2000 ans. Et ces amphores, elles nous racontent aussi plein de choses de la vie quotidienne et aussi de ces passages-là au large d'une ville qui ne ressemblait pas du tout à ça, d'ailleurs. Hein. Du tout, c'est ça. C'est cette petite histoire du marin qui va permettre de déterminer la grande histoire de nos sociétés, la grande histoire de l'humanité. En fait. Tu es très attachée à Saint-Raph. Et il faut dire que je suis attachée parce qu'il y a énormément d'épaves. Ah oui, d'accord. C'est pour ça, en fait. C'est parce qu'il y a énormément d'épaves au large que tu restes là. Les fonds sont très très riches. Donc il y a toujours à découvrir. L'Estérel, on est au cœur de la vie autant de la préhistoire que de l'Antiquité. Et donc tout reste encore à découvrir et tout est à portée de palme. Et ben voilà les copains. À l'abordage. Impeccable.
laisser une plaquette par là. Voilà ça, exactement. Ouais. Regarde, je vais te montrer sur quoi on va plonger. C'est le moteur de ce gros bateau de débarquement. C'est une grosse barge. On n'est pas profond, hein, il y a 4 mètres de profondeur, on est quasiment à la surface. C'est une barge des troupes alliées, hein, c'est ça, c'est une barge américaine. Donc ils arrivent ici pour le débarquement de Provence. Et qu'est-ce qui se passe? Il va couler parce qu'un avion va envoyer une bombe téléguidée. Il y a une quarantaine de morts. Et à la fin de la guerre, le vestige va rester ici au moins jusque dans les années 50. Ensuite, ce sont les Italiens qui vont venir, qui ont une autorisation de l'État pour ferrailler, c'est-à-dire pour découper le bateau, récupérer tout le métal. C'est pour ça qu'il ne reste plus que le moteur. On est tout bon, Olive? On est parfait. On est bien? Du coup, on va s'équiper, Sophie? Oh là là! Magnifique, regarde ça. Comme c'est chic. Anne, on avait une bonne visibilité. Ah oui, l'eau est très claire. Ce qui est assez impressionnant, presque émouvant, je trouve, hein, c'est que toute une vie a colonisé l'épave et ce moteur, on voit des poissons et cette faune sous-marine. Bah, ça fait un récif artificiel en quelque sorte en fait. C'est un bel endroit, je suis contente de t'avoir montré. Ah, merci beaucoup Anne pour cette plongée. Pendant quelques heures, je me suis sentie un petit peu archéologue sous-marine. Et grâce à toi, en tout cas, j'ai compris le bonheur que ça te procurait de plonger sur des épaves. C'était vraiment exceptionnel. Ouais, écoute, c'était un vrai plaisir. On se met là? Bonjour mesdames. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, merci. Qu'est-ce que vous souhaitiez? Un café volontiers. Moi, je vais vous prendre un thé, s'il vous plaît. Merci. Un café. Allez, j'arrive tout de suite. Merci. Tu aimes bien cet endroit, là, cette plage. On a fait notre plongée là, juste derrière. Hein. Oui, c'est ça. Oui, j'aime beaucoup cet endroit parce que ça me rappelle mes débuts en plongée. Je les ai fait ici, en fait, dans la rade d'Aguet. Toute petite, les palmes, le masque et le tuba. Et puis après, bah, tu t'aperçois que les apnées sont trop courtes. Et puis, il y a tellement à explorer. Tu crois que peut-être demain, ici, avec l'Esterel comme protection, tu seras amené à découvrir de nouvelles choses ici? Mais j'en suis sûre. Et je te rappelle dès que je trouve. Mais volontiers. Merci beaucoup, Anne. Michel. Ouh là là, on dirait champignon de Paris. Un faux pour le restaurant, ça serait bien. Impeccable, ouais. Voilà, une des journaux, 20% d'intoxiqués. Au pied de chaîne, il y a des fois qu'on peut en trouver. Ouais. Quand on est chef cuisinier comme Anthony et Julien et que l'automne arrive, il est judicieux de faire appel aux anciens du village. Là. Oh, ouais, il est beau. Et la mémoire vivante ici, c'est Michel. Le guide idéal pour trouver de beaux champignons. Tu les préfères au vinaigre ou juste poêlés? Alors, on peut... Moi, au vinaigre, je les aime bien. Ouais. Voilà. Moi, nous, on va les faire juste poêlés aujourd'hui. Ah oui, mais ça aussi... Poêlés, je pense que les cèpes, on va les faire crus et cuits. Ouais, ça aussi. On va faire un petit mix de tout ça. Ah, ouais. Aujourd'hui, la nature est généreuse en cèpes et en champignons sanguins. Surtout sur les hauteurs des gorges de Penafort. Un paysage oublié, à l'écart des sentiers battus qui délimitent le massif de l'Esterel. Un panorama comme ça, pas donné à tout le monde. C'est vrai.
faut quand même qu'il reste un peu secret. Hein. Ouais, bon, on va rien dire de plus alors. Hein. Bon, c'est l'heure d'aller en cuisine. On va s'occuper de tout ça. Allez, c'est parti. Direction les fourneaux de l'hostellerie des Gorges de Pennafort. Bon, ben les gars, écoutez, hein, salut, salut à vous. Allez, ciao, à bientôt. Merci à vous. Un restaurant gastronomique à la cuisine gourmande, où les chefs passent leur tenue d'alchimiste et se lancent dans leur activité préférée, la magie de l'assiette. Ça, c'est les cèpes qu'on a pris, qu'on a fait la julienne. On l'a lié un petit peu avec du jus de veau. Voilà. Escargot de Calas. On va en mettre un sur chaque champignon. Un petit peu d'arbouze. Et voilà. C'est marrant parce que le pépin de l'arbouze, ça ramène un croquant naturel en fait. Tu vois, j'aurais cru que ça serait astringent, dérangeant. Bah, ce qu'il faut quoi. C'est chouette. Ah, c'est vrai, les cèpes comme ça, ramassés du matin. C'est un goût que tu n'auras jamais ailleurs. Dans cette Provence de l'Estérel, deux terroirs se mélangent au fil des saisons pour le plus grand bonheur des chefs. Les saveurs terriennes de l'arrière-pays et celles vivifiantes de la mer Méditerranée. Grâce à des pêcheurs soucieux de préserver la ressource comme Olivier Bardou, 450 hectares de mer entourant l'Estérel ont été classés réserve maritime. Je pratique la petite pêche méditerranéenne, c'est-à-dire qu'on pêche un peu de chaque poisson, pas d'une seule espèce. Donc à chaque période, à chaque saison, son espèce et sa technique de pêche. Cette alternance permet le repeuplement des espèces et a moins d'impact sur le milieu. Allez hop, on est parti. À la baille. Ce matin, par exemple, c'est en apnée qu'il va trouver son bonheur. Hop. Alors ça, en fait, c'est un produit qui a complètement été oublié, ce qu'on appelle la rastègue. Ben, c'est un produit qui se mangeait traditionnellement et puis qui a un peu disparu des tables et des préparations. De temps en temps, on m'en demande. C'est pour José Bailly, un ami chef étoilé, qu'il a prélevé cette poignée d'anémones. Il est là, le magicien des fourneaux. C'est là, comme à la maison. Et comme souvent, il vient les chercher directement à quai. Du concentré d'iode pour toi. Tiens, plus frais, plus direct, tu peux pas faire. Attention, voilà. Ça, c'est magnifique. Alors, une anémone, c'est un mollusque qui a un tronc principal. Là, c'est des anémones communes. Il y a des anémones, il y a des variétés où effectivement là c'est assez très urticant, etc. Là, il faut faire attention. Mais vous allez voir, c'est très bon. C'est très iodé. Dans la région, la tradition veut qu'on les cuisine en beignets. Mais José voudrait essayer quelque chose de nouveau. Ah, elles sont bien vivantes, hein, parce qu'elles sont bien collantes encore. Ouais, c'est ça qu'on va manger. Là, il hallucine un petit peu. Une première qu'il veut d'abord faire tester à ses amis. Ce qu'on est en train de préparer, c'est une base très traditionnelle, classique, avec un petit peu de céleri. Il va y avoir un petit peu de fenouil, on a un peu d'oignon, de l'ail, forcément, parce que c'est la Provence. Une base aromatique pour cette toute nouvelle recette de velouté d'anémone. Là, une fois que c'est bien sué, on prend toutes nos anémones et on les verse dedans. Ok ? Et là, on termine avec un petit peu de crème. Tout le monde semble d'accord, le plat est prêt. Il ne reste plus qu'à dresser les assiettes et passer à table. Là, c'est le petit Jésus en culotte de velours. Santé, santé, santé. Merci pour l'accueil. Merci. C'est bon, les gars. Mais ça marche. C'est surprenant et puis finalement, c'est très... C'est très doux, c'est très bon. Ouais. Ah ouais, c'est très bon. Ça reste hyper subtil en fait, c'est pas du tout agressif ou trop marin, ça se fond vraiment bien. Les saveurs font partie intégrante de ce paysage entre mer et montagne. Un paradis pour les glaneurs et les chefs.
Géraldine, comment vas-tu? Et toi? Bah oui, je prenais des nouvelles des voiles de Saint-Tropez, tout se passe bien. Et tu prends le soleil surtout. Et je prends le soleil avec cette jolie vue sur Saint-Raphaël et derrière le massif de l'Estérel. Le massif de l'Estérel, dont tu vois quelques points culminants, le Mont Vinaigre, le Pic de l'Ours, la Dent de l'Ours, le Cap Bramont, là où on va. Et on va y faire une activité un peu particulière, qui s'apparente à de l'escalade parce que c'est mon métier. Mais en soi, ça va pas être de l'escalade comme tout le monde l'entend. Ok. Je t'emmène rejoindre Christophe de l'ONF et tu vas voir pourquoi. Très bien, bah je te suis. Là. Allez, bien. Salut Christophe. Bonjour Géraldine. Je te présente Sophie. Enchantée Christophe. Bonjour Sophie. J'ai un petit aveu à te faire. Je m'attendais à faire de l'initiation à l'escalade avec Géraldine et me voilà missionnée pour une opération spéciale avec l'ONF. Il va falloir que tu m'expliques ce qui se passe. Alors là, sur le site du Dramont, on a une plante qui au premier abord paraît très agréable, qui est le figuier de Barbarie. Ben moi je trouve ça très joli. Ah ben oui, c'est très joli. C'est vrai qu'il est bien intégré, ça fait un aspect un peu Far West avec la roche. Mais pour nous, il est considéré comme une invasive. En fait, elle est implantée et naturellement, ce qu'on appelle la raquette, eh ben, elle va tomber. Et comme c'est une espèce qui n'est pas très exigeante, dès que la raquette touche le sol, elle refait des racines. C'est une raquette sauteuse en fait. Elle saute d'un rocher à l'autre et elle se replante. Avec le vent, la pluie. Ok. Alors moi qui trouvais ça très joli sur le massif, ces figuiers de Barbarie, tu vas nous demander de les enlever en fait. Voilà. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que ça ressemble à ce qu'on a en face. Voilà. Vraiment des falaises littorales avec la barbe de Jupiter qui colonise toutes ces petites failles. Le décor idéal est là. Et là. Les fesses en arrière, c'est parti. Ok, je t'arrête là? Ouais. T'es bien là? Très bien. Allez, je viens à ta rescousse. Ah, ça fait quand même de belles racines. Hein. Je comprends bien le principe, hein, Christophe. Bah là, il y a bien tout le système racinaire et ça évitera vraiment à la pendante de repartir. Je l'ai eu. Et de une. Et ben voilà, le joli pied arraché là. Sans toucher les doigts. T'as une oreille de Mickey là. Une oreille de Mickey, de une. C'est bien, ça vérifie jusqu'à la dernière petite raquette. Voilà. Eh ben au boulot, Christophe. Allez, Christophe, remonte le sac. Chacun son tour. Comme ça, je vous ai donné un peu plus de difficulté. Si vous pouvez, on va récupérer les 2-3 raquettes qui sont tombées là, sur le premier, et après de continuer à la tâche suivante. Ok, ok. Tu t'attendais quand tu t'es lancé dans l'escalade à accomplir ce genre de mission? Absolument pas, ça mène à tout. Tu vois, la transmission, la pédagogie, l'apprentissage, l'encadrement, ça a toujours été ma passion. Mais finalement, là, il y a l'aspect environnemental en plus. Moi, je suis une passionnée de nature aussi. Oh là là, cette racine-là. Comment ça se passe en bas? J'espère au moins que vous profitez du panorama. Ah bah oui, je te confirme, c'est quand même très très beau, hein. Bon, bah merci du coup de main. Je t'en prie. C'est dommage quand même toutes ces figues de Barbarie là. Sans le dire à Christophe, on pourrait pas les récupérer pour en faire, je sais pas, une petite eau de vie ou des confitures, je sais pas moi. Il y a quand même dans ce massif d'autres choses bien meilleures à déguster que les figues de Barbarie. Ok, donc on finit notre boulot et puis tu me fais découvrir d'autres plantes? Je crois qu'il y a plein de mystères à découvrir. Génial. De Barbarie considérés comme les trésors des Aztèques. Il faut que tu me montres maintenant les trésors de l'Estérel. On cherche des arbousiers et plus précisément leurs fruits. Tiens, regarde là, il y en a un peu. Bon, écoute,
Elles sont un peu cachées, je te propose qu'on commence à... Ouais, tu vois, alors il faut les choisir bien rouges. Et quand tu les touches, il faut qu'elles soient un peu molles. Ouais, alors là, elle est dure. C'est le cas, elle vient toute seule. Et ben voilà, elle doit venir se détacher toute seule. Et alors là, ça veut dire qu'elle est bien mûre, elle est bien gorgée de sucre et tu peux la prendre. Alors là, il faut quand même être assez raisonnable dans la cueillette, hein. On ne peut pas faire n'importe quoi. Tout à fait. De manière générale, tout ce que tu vas cueillir, c'est voilà, dans des quantités raisonnables, c'est-à-dire par famille. Tu vois, un panier. Voilà. Parfait. Exactement. Bon, on est toutes les deux. On va en faire quoi? Des petites confitures? Ah oui. Très bien. Bah oui. Il nous Pour en les faut tartines. un petit peu. Allez Sophie, on arrive chez Christophe. Bon, on est vraiment chez Christophe là? Ouais, on est chez Christophe. Mais c'est lui qui va te raconter. D'accord. Christophe, t'es là? Moi, je veux bien passer mes vacances chez toi. Hein. Ah bah, si c'était chez moi, c'est ça pas serait chez avec toi plaisir. C'est pas chez toi. Ah, pas exactement. C'est la maison de l'Office national des forêts qui est mise à disposition de tous les collègues de la France pour venir passer une semaine en vacances. Ah, mais c'est sympa. Mais maintenant qu'on a rempli cette mission des figuiers de Barbarie pour l'ONF, peut-être qu'on pourrait quand même venir passer des vacances ici. Ou faut que je fasse un peu plus d'action? Non, même pas. Là, je pense que justement, vous avez quelque chose. Est-ce que la cueillette s'est bien passée? Ah oui, la cueillette s'est bien passée. Alors, on a trouvé ce que tu connais très très bien ici. Voilà. L'arbouze. Pour faire une confiture. Bah écoute, tu nous prêtes ta cuisine? Allez, je vais vous laisser travailler et puis moi je reviendrai la goûter quand ça sera fait. D'accord, je te vois venir, toi. Je pense qu'il en manquera un peu. On la goûte cette confiture d'arbouze? Volontiers. Vas-y, à toi l'honneur. Oh là là, c'est bon. C'est une texture presque crémeuse, je trouve. Ouais. Ah oui, c'est pas le genre de pot qu'il faut laisser, sinon on va le finir En même temps, il est ouvert, faut pas gâcher quoi. Bah, c'est ça, après ça se conserve pas tellement bien. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de sucre dedans, donc... On va refaire. Voilà, un des délices du massif. Il y a ce petit bruit là. On dit que la fleur se plaint. Ce petit bruit sec est caractéristique de la récolte du jasmin. Une fleur à parfum que la famille de Carole cultive depuis 4 générations à Grasse, en lisière de l'Estérel, et qu'elle connaît sur le bout des doigts. Le jasmin, c'est vraiment presque chez les Grassois dans leur ADN. Ils ont tous cueilli quand ils étaient petits avec leur maman dans les champs. Voilà, c'était l'été, c'est le jasmin. Sa récolte dure 5 mois, de juillet à novembre, et commence toujours à l'aube, l'heure où la plante dégage le plus de molécules olfactives. On parle beaucoup d'odeurs autour du jasmin, le litchi, la pêche, le melon. Moi, j'ai senti récemment qu'il y avait une sacrée odeur de melon, l'ananas. Et puis donc de se dire que tout ça est regroupé dans une fleur qu'on tient entre nos mains, c'est incroyable. Il faut 10 000 fleurs pour avoir 1 kilo dans son panier et 700 kg de fleurs fraîches pour obtenir 1 litre d'absolu, la plus forte concentration de parfum. Ça, c'est ce qu'on appelle l'or blanc de Grasse. Un trésor que s'arrachent les parfumeurs, comme la maison Dior, qui achète toute la production de Carole ici, à Grasse. Une ville qui vit au rythme des saisons florales depuis le XVe siècle. Bienvenue sur la place Lozère à Grasse, sous ce beau soleil pour un escape game au cœur de la parfumerie, avec un mystère de parfum disparu. Et vous allez avoir 1 heure donc pour résoudre des énigmes. 3, 2, 1, et c'est parti. Rémi Collin est créateur de contenu culturel. Il a mis au point un jeu itinérant sur cette histoire entre la ville et le parfum. C'est un jeu qui propose justement de mêler du patrimoine local et puis un récit imaginaire avec des énigmes de logique, des énigmes linguistiques, etc. Ah oui. Oh,
J'étais pas venue ici. Moi non plus, je connais pas du tout ce bâtiment. L'objectif en 1 heure est donc de trouver tous les ingrédients de ce parfum qui a disparu. IJK, oui, c'est ça. Narcisse. Magnifique. Bravo. Impeccable. Magnifique vue ici. Hein. C'est splendide. 1 heure plus tard, l'équipe arrive à la dernière énigme. Le journal, de quelle année date-t-il? 1931. Très bien. Et on attendait la sortie du parfum pour l'année d'après. Oui. Donc 1932. Voilà, Terre Grassoise 1932. Le parfum de la maison de Montfleury. Vous avez réussi à retrouver le parfum disparu. Exactement. Yes. Bravo. Eh bien écoute, c'est pas trop mal débrouillé. Grâce au jeu, les 2 femmes repartent avec de nouvelles connaissances sur la ville. Ce qui est incroyable dans cette ville, c'est qu'au Moyen-Âge, c'était une ville qui sentait très mauvais, parce que c'était une ville de tannerie, et que c'était tellement invivable qu'on a essayé de cacher cette odeur. Et que de cette façon, en fait, les parfums sont arrivés dans la ville, et que maintenant, en fait, on appelle ça la ville des parfums. C'est quand même assez drôle, on va le dire comme ça. Grasse est désormais un laboratoire à ciel ouvert pour les parfumeurs. Une industrie florissante qui emploie 5000 personnes dans 65 entreprises. Certaines d'entre elles proposent aux touristes une autre manière d'aller à la rencontre de cet héritage, en leur permettant de devenir eux-mêmes parfumeurs. C'est vraiment fugitif, furtif et c'est instinctif. C'est j'aime ou je n'aime pas. À la maison Gallimard, des gens du monde entier participent chaque jour à cet atelier où chacun va se glisser dans la peau d'un chef d'orchestre. Vous êtes tous installés devant ce qu'on appelle un orgue à parfum. Et chaque parfum est constitué de beaucoup d'ingrédients, de beaucoup de notes. Pas un instrument de musique, mais presque. Quand vous achetez un parfum, il est fini. Là, aujourd'hui, vous allez le composer. Donc, en fait, vous allez le décomposer, le décortiquer note par note. Et il va falloir garder le nez opérationnel et réceptif jusqu'à la fin. Les apprentis du jour doivent choisir parmi les 126 notes proposées. Pas si simple quand on n'a pas l'habitude de faire travailler son odorat. J'ai du mal, et là, je suis à l'école pour mon nez, là. Et la complexité de pouvoir garder tous les niveaux en même temps, c'est vraiment quelque chose. Hein. J'ai vraiment plusieurs différentes sortes de bergamote et fleurs d'oranger. Et je les aime tous de façon individuelle et j'essaie maintenant de voir qu'est-ce qui va mieux complimenter ce que j'ai fait comme base et comme note de cœur. Note de tête, note de cœur et note de fond. Petit à petit, chacun fait ses choix et va plonger dans ses souvenirs pour élaborer un parfum qui lui ressemble. J'ai composé le parfum, un parfum qui me plaît et qui me rappelle la découverte de la médina de Marrakech. Les combinaisons sont quasiment infinies. Alors, on a déjà un rêve de voyage. Oui. Merci. En fin de séance, chacun peut être sûr de repartir avec un parfum unique qui sera classé parmi les 200 000 références de la maison. Une collection inspirée en grande partie par les odeurs naturelles de cette région, entre mer et montagne. C'est un beau cadre de vie, hein? Ah, mais c'est magnifique. Nous, le restaurant, il est en bord de mer, on a le château, on est à proximité de l'Estérel. Je ne me vois pas vivre ailleurs, en tous les cas. C'est vrai qu'entre la mer et la montagne, c'est vraiment un environnement extraordinaire. Alors, quand on s'interroge ici dans la région, si on se demande si on est bien dans l'Estérel, il y a un indice qui nous dit qu'on y est bien, c'est quoi? C'est la pierre rouge. Bien sûr. La rhyolite. Elle est vraiment emblématique du massif de l'Estérel. C'est vraiment quelque chose qui ressort. Donc, le château, il est entièrement construit avec cette pierre rouge. Donc, c'est ce qui lui donne un cachet vraiment spécial.
Il a été repris par des mécènes américains en 1918, quelque chose comme ça. Donc c'était un couple d'artistes, Henri et Marie. Quand ils l'ont repris, voilà, ils l'ont rénové dans sa totalité. Ils ont énormément investi en fait dans ce château pour faire ce qu'il est aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Je pense qu'historiquement, il ne devait pas être aussi grand. Ils ont vraiment apporté leur touche artistique dans cette rénovation. Donc aujourd'hui, il est classé monument historique et les jardins remarquables. Donc tu m'as pris au mot, Florian, quand je t'ai demandé de me faire découvrir les pépites pour toi de la région. Tu m'amènes dans ton restaurant qui s'appelle le Pépite. Il n'y a pas mieux, oui. Bonjour. Bonjour. Donc là, voilà, ça c'est Alex, notre chef. Salut Alex. Voilà, on bosse avec lui depuis, ça fait 8 ans bientôt. Ouais. Et là, il est en train de préparer un petit peu de légumes là qu'on a livré ce matin. Qu'est-ce que tu vas préparer avec tout ça, Alex? Alors, avec les aubergines, déjà, on va préparer un petit caviar d'aubergine. C'est ta spécialité, le caviar d'aubergine? On peut dire ça, oui, j'aime bien. C'est assez frais, c'est bon. En plus, c'est assez sympa à travailler. J'adore ça, moi, en plus. Ouais, c'est super bon. Alors, tiens, je vais te donner un peu de carottes. Comme ça, tu pourras goûter. Je me permets, hein. Aubergines. Si c'est la spécialité du chef, faut goûter. Ah oui, je valide ton caviar d'aubergine. Merci. Pépite, c'est le restaurant, mais c'est aussi une ferme. Ouais, alors tout ce qu'il y a là, oui, ça vient de la ferme qu'on a créée, ça fait 2 ans. Et donc avec Maxime qui nous accompagne sur toute la partie maraîchage. C'était une ferme qui était en jachère depuis 20 ans, donc on a pu travailler en bio dès la première année. L'idée, c'est vraiment de valoriser nos produits, de la graine à l'assiette, et après l'assiette, tous les nutriments qui peuvent rester, on puisse les ramener à la terre. C'est-à-dire, tes déchets, tu les jettes pas à la poubelle? Non, on récupère tous les déchets de légumes. D'accord. Et on les intègre dans notre compost. On a 1 hectare de maraîchage, donc il nous en faut beaucoup. Mais voilà, on essaie de revaloriser le maximum possible. Donc ça, si j'ai bien compris, ça va dans le bidon bleu. C'est ça. C'est ça. Et ensuite, direction le jardin? Et ensuite, ça remonte au jardin. Eh ben allons-y. Salut Alex. Merci à toi, Sophie. On change de décor là. Hein. Ouais, là on quitte un peu le littoral, on arrive dans le parc des Préalpes d'Azur, dans les gorges du Loup. Le Loup étant la rivière? Ouais, c'est ça, c'est la rivière, ouais. Il fait un peu plus frais. Ouais, c'est vrai. On est dans un environnement vraiment privilégié ici, tu vois, ça fait un peu un cirque. C'est magnifique, hein. Voilà, donc on est entre le plateau de Saint-Barnabé qui est au-dessus, le pic de Courmette là qui est juste derrière. Ça, c'est toute la partie maraîchage. Ça, c'est la ferme qu'on a commencé à rénover dans laquelle on habite. C'est l'endroit parfait pour cultiver alors les légumes qui sont servis dans ton restaurant. Exactement, ouais. On va y déposer ton compost? Ouais, voilà, on va aller ramener ça et je vais te présenter à Max. Avec mon nouveau copain aussi. Comment il s'appelle lui? Gaston. Salut Gaston, tu viens avec nous Gaston? Tranquillou, hein, pas trop vite Gaston. Et donc voilà où arrivent les petites épluchures de légumes. Et même les coquilles d'œufs dans le compost. Ouais, on met un peu tout, ouais. Gaston, c'est pas pour toi le compost, c'est pour le jardin. Je te présente Max. Salut Max. Fabien. Ça va? Salut Fabien. Salut. Voilà, nettoyage de blettes. Ah ben voilà, c'est bon la blette, hein? Ouais, c'est un de mes légumes préférés. Bah voilà, nous voilà un point commun. On les ramasse ces blettes? Allez, c'est parti. Ben, on va commencer par les nettoyer déjà avant tout. Là, c'est la période où on va faire en sorte de pouvoir récupérer des belles feuilles. Pour ça, il va falloir enlever toutes les feuilles qui sont abîmées. Tu vois, là, elles ont été piquées par exemple. Celle-là, on va venir l'enlever. Donc, on va venir décrocher la carte, comme ça, et la mettre à côté pour les limaces. Le nettoyage, ça nous permet de voir aussi les insectes, de regarder la biodiversité, les champignons, de regarder comment se tient notre sol. Et là, il va bien ton sol? Oui, c'est parfait. Et Max et Florian, vous êtes rencontrés comment tous les deux? Nous, on se connaît depuis toujours. Hein. C'est-à-dire? On était à l'école ensemble et
Ça fait quelques années déjà qu'il a sa ferme et du coup on lui a acheté des légumes depuis quasiment le début au resto. Et voilà, bon, on s'est rendu compte qu'on avait plein d'idées communes, les mêmes valeurs. Et voilà, on a créé cette petite synergie entre sa ferme, le projet qu'on avait et le restaurant. Moi, je peux apporter mes petites mains si vous avez besoin. Qu'est-ce qu'on peut ramasser? Eh ben, on va aller se faire un peu des carottes. On a commencé un petit peu. On se fait des carottes. Allez, c'est parti. Ah, c'est pour ton resto, ça? Ouais, ça on amène tout au resto, ouais. Elles sont belles, hein, dis donc. En fait, là, on est très proche de la rivière. Tiens, Sophie. Donc, on a énormément de limon et d'argile. On voit d'ailleurs les petits vers de terre s'éclater. Voilà ce qu'on appelle un sol vivant. Exactement, c'est ce qu'on recherche, c'est d'avoir un maximum de biodiversité, de bactéries différentes, de champignons différents, et on les apporte volontairement, ce qui permet de réduire les maladies, de ne faire aucun traitement et de continuer à faire nos cultures biologiques. C'était une évidence pour vous de faire de l'agroécologie? Alors oui, on part du principe qu'on est ce qu'on mange. Donc le but du jeu, c'est quand même de produire des légumes le plus sains et le plus naturel possible. Et le sol vivant, c'est ce qui nous permet de produire vite et bien. Ça passe par de la bonne huile de coude. Exactement. Hein, une volonté de faire. C'est ça, hein, exactement. Et puis on a un bon réseau de copains, heureusement. Ouais, heureusement. Bon, on va aller préparer ça. Hein. Tiens Sophie, on peut pas te payer, mais oh, tu repars avec tout ça. Les bons légumes d'ici. C'est gentil ça. On voit là un joli bouquet. Merci beaucoup Max. Pas de quoi. Alors, là on est rive droite des gorges du Loup, juste à côté de Gourdon. Là je t'ai réservé une petite surprise. Ah ouais, quelle vue! Avec un beau point de vue. Là je pense que tu trouveras difficilement mieux dans le coin. Bien sûr. Voilà, et surtout je vais te poser pour prendre l'apéro. C'est-à-dire me poser pour prendre l'apéro? Eh ben regarde, si tu te baisses un petit peu là tu vas voir. Ah, je te vois venir. Une petite plateforme. D'accord, donc quand t'as mis le pique-nique dans mon sac à dos là tout à l'heure, moi je me suis dit, il va me trouver un joli petit point de vue. Non, non, t'as relevé le défi en essayant d'aller encore plus loin. Je me suis dit qu'on allait te suspendre un petit peu. dans le vide, pour admirer le paysage. Voilà. C'est ça. Je serais peut-être comme ça hein, quand je serai sur le Pantaledge. Hein. Hop. C'est haut quand même. Ouais, c'est un petit peu haut. Voilà. Là. Tu t'accroches, vas-y, il faut que tu arrives à pousser avec tes pieds et mets-toi sur le portaledge. Ah bah voilà. Voilà. Ah, c'est beaucoup mieux là. Ouais, c'est normal, c'est normal. Je le cale droit, voilà, c'est bon. Donc toi, tu t'es dit, Sophie veut découvrir les pépites de la région, donc là, faut que je lui sorte le grand jeu, quoi. Voilà, on va lui faire quelque chose d'un petit peu aérien ou avec une jolie vue dégagée. Ah ça, c'est sûr qu'elle est assez unique, hein, cette vue. Ouais, c'est joli. Là, t'as l'Estérel juste derrière. Là. Voilà. Tu vois, tout ça, c'est l'Estérel. Bon, je savais que je faisais un petit pas de côté en quittant un peu l'Estérel pour venir ici te rejoindre, mais ça valait vraiment le détour. Hein. Ouais. Ça te plaît? Oui, vraiment. Bon, mais je comprends pourquoi tu as envie un peu de temps en temps de pouvoir quitter le littoral pour retrouver un petit peu ces montagnes là, hein, et cet environnement un peu particulier. Ouais. Ce qu'on apprécie ici, c'est vraiment le calme. Hein. Ouais. C'est un lieu préservé et c'est vraiment ce qu'on vient chercher. Hein. C'est ton petit coin de paradis à toi. Et c'est ça. Écoute, je t'ai préparé un petit apéro. Hein. Hop, voilà, les carottes. Ah, nos petites carottes. Et ça, c'est notre petit houmous de betterave. Toujours avec nos légumes. Moi, je pense pas que tu aies l'occasion de prendre... Alors, je te confirme. Un apéro comme ça. C'est mon premier apéro houmous de betterave carotte. Accroché à une paroi. Bah écoute, ça me fait plaisir. Merci pour cette surprise. Un plaisir. Dans les villages perchés qui se cachent derrière l'Estérel, la vie est plus animée qu'on ne l'imagine. Je vais prendre mes... Une énergie qu'ils doivent en partie à des nouveaux venus. Non, ça va aller. Je prends mes sécateurs. Ah ben voilà Brigitte. Allez, on y va. Allez. Tombée folle amoureuse de ce pays il y a 12 ans,
Sophie y a créé une activité de cueillette solidaire directement chez l'habitant. Ce matin, armée d'escabeaux et de bonne humeur, elle et ses amis s'attaquent vaillamment aux branches chargées de raisins qui couvrent la terrasse de cette maison. Bon, il est pas mal, hein. Il est pratiquement à point. On vient cueillir ce raisin, qui est du raisin framboise, dit aussi du raisin de Noah ou du raisin Isabelle. Il a plein de noms différents. Et c'est un raisin qui a vraiment le goût de framboise et qui était autrefois utilisé pour faire du vin et qui a été interdit parce que, soi-disant, ça rendait fou. Une légende qui n'impressionne plus grand monde. Ah, j'adore. J'adore. C'est vraiment directement tout le sucre du raisin quand tu le prends comme ça. Voilà. Si ce raisin ne le cueille pas, la personne, surtout avec toutes les grappes par terre, des fois avec beaucoup d'abeilles, donc ça l'inquiète, ça lui fait peur, et toutes les grappes au sol. Ça vous rend service à vous, mais à moi aussi. Hein. Eh ben, bien sûr. Ouais. Parce que s'il fallait que je le cueille toute seule, il y en a pour un moment. Hein, parce que nous, en général, on fait tout, ça nous prend 2 heures quand on est 6 ou 8 personnes. Moi, j'en ai pour une semaine, là. Ouais. Exactement. Donc c'est une opération... Gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant, voilà. Lorsqu'elle s'est installée dans la région, Sophie a découvert un nouveau monde. Celui du soleil et des fruits toute l'année. Ça, c'est à la dame. Ce qui est le plus extraordinaire pour une Normande comme moi, c'est qu'on peut cueillir en hiver. Et en hiver, c'est les agrumes. Et les agrumes, chez moi en Normandie, il n'y en a pas. Donc les oranges, les mandarines, les citrons, les clémentines, ça, je trouve ça génial, quoi. On fait quelquefois 1 tonne d'oranges dans la journée, quoi. Rien ne se perd. Et puis, c'est aussi de raviver un peu la tradition. Comme autrefois, quand le bon sens voulait qu'on ne jette pas ce qui est encore bon. C'est en partant de cette idée que Sophie a créé des cueillettes anti-gaspi en arrivant dans la région. Allez, merci. À bientôt. Eh ben, c'est toujours un plaisir. Voilà. Voilà. Et Brigitte, tu peux mettre dessus ou... Eh ben là, on part cueillir des kakis. C'est super, les kakis. C'est vraiment un de mes fruits préférés. Ce qui me plaît beaucoup aussi dans la cueillette, c'est que moi, depuis 12 ans, j'ai rencontré des centaines de personnes, à la fois des gens qui nous accueillent chez eux, et puis aussi des bénévoles. Et donc, je me suis fait plein d'amis, on passe des super bons moments, on cueille ensemble, on se donne des recettes. Hop là. Voilà. Ouais. Et ça, moi, je veux goûter, moi. Des fois, il y en a qui ont des noyaux. Hein. Délicieux. C'est bourré de cuivre, c'est bon pour l'hiver. Pour ses copines, toutes bénévoles, ces cueillettes gourmandes sont devenues des rendez-vous chaleureux qui rythment leur vie. Bon, allez, souriez les filles. Vous avez vu votre cueillette? La récolte du jour, sauvée du gaspillage, sera revendue dans un magasin par des personnes en insertion professionnelle. Si, il y a 12 ans, Sophie faisait figure d'exception, il y a de plus en plus de gens qui s'installent et démarrent une activité ici. C'est le cas de Sylvie, originaire de Nice, qui est tombée sous le charme du village de Fayence. Ça a beaucoup de charme. J'aime le côté de la pierre. Il y a quand même une envie de faire revivre nos petits villages comme ça. Construite par les Romains, la cité de Fayence tire son nom de la Favienta Loca, ce qui veut dire lieu agréable. Il s'est avoué que je suis arrivée à Fayence et j'ai eu un coup de cœur pour Fayence et ses alentours. Quand on arrive ici, c'est un bol d'air. C'est vraiment un lieu qui donne envie de vivre. Sa façon à elle de participer à la vie du village et de créer du lien social, elle l'a trouvée en créant une maison d'hôtes où elle cultive et cuisine pour des voyageurs de passage, mais aussi pour les gens du coin. Alors aujourd'hui, il y a le mariage de Océane et Marcel, qui est un petit couple qui habite sur le canton de Fayence. Ils ont choisi un petit mariage très simple, avec quelque chose de très champêtre, campagnard. Dans ces villages où tout le monde se côtoie, ceux qui ont choisi de vivre ici se reconnaissent. Et Sophie, la glaneuse, fait évidemment partie de la fête. Ah, bonjour Sophie. Je t'ai amené du raisin là qu'on a cueilli. Oh, génial. Il est magnifique. Salut.
Océane et Marcel viennent de s'installer dans la région. Avec eux, une nouvelle génération découvre à son tour les charmes de ces villages. On m'a déconseillé de demander, quand j'étais enseignant, de demander une mutation dans l'arrière-pays du Var. On m'a dit que rien ne se passait, qu'il n'y avait personne, que j'allais me perdre. Et c'est clairement la meilleure décision qu'on ait prise. Quand il te donne ligne droite et tu redemandes du même côté. Voilà. Plus rapide, au rythme de ses pas. Ok. Tac, 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 tac. C'est pas mal, caresse. Il a fait un bel effort. Très très bien. Très très bien. Bien, Doudou. Salut Sophie. Salut Julie. Je suis à toi dans 2 minutes. Mais je t'en prie, je te laisse terminer ton cours. Merci. Vous avez un super look les filles, hein? Merci. Et vos chevaux sont magnifiques. Tu restes très économe en mots, hein, Julie. Il comprend tout de suite ce que tu souhaites, hein, ton cheval. C'est très instinctif comme relation. Oui, très. C'est-à-dire que mes mains elles vont expliquer en permanence ce que mes jambes elles veulent, de manière à, après, avoir un cheval qui soit capable de répondre à juste ma jambe, ma main, ou je m'arrête. Si je veux reculer, je serre mes talons. Si je veux repartir en avant. Le but, c'est d'avoir un cheval léger, à l'écoute, froid, autonome. Et les chevaux, ils ont besoin, comme nous, des étirements, du stretching, etc. pour mieux fonctionner. Et si tu veux, Sophie, d'ailleurs, toi aussi, tu peux monter à cheval pour détendre. Et apprendre cette technique de monte western. Et apprendre cette technique, tout à fait. Parfait. Alors, c'est des chevaux d'équitation western, tu n'as pas besoin d'avoir de tension dans tes rênes, d'accord? Tu vas te servir de tes rênes uniquement si tu en as besoin. Pour avancer, tu vas faire le claquement de langue et mettre un léger coup de talon. Voilà, parfait. Petit coup de talon, petit, très bien. Si tu veux l'arrêter, tu dis wow et tu pousses dans tes étriers. Pour aller à droite, tu vas écarter ta main droite et tourner ton corps dans la direction où tu veux aller. Pareil pour aller à gauche. Ok? Ouais. C'est parti? Tu me suis? Donc là, je suis avec Bianca et toi? Moi, ma jument s'appelle Winnie. Winnie et Bianca. J'ai commencé à monter à poney, je devais avoir 6 ans. Ouais, t'étais toute petite. Ouais. Moi, j'ai été élevée par mes grands-parents maternels. Donc, j'étais greffée à ma grand-mère tout le temps. J'étais une enfant assez renfermée, assez introvertie. Et c'est vrai que j'avais beaucoup de posters de chevaux, toujours attirée par les chevaux, les poneys. Et donc, mon grand-père s'est dit que c'était peut-être le sport qui ferait que j'allais sortir de ma bulle. Et je me suis tout de suite sentie très à l'aise sur les chevaux, sur tout ce qui touchait au milieu du cheval. Voilà, c'était vraiment mon élément. Tu sais, l'équitation, c'est salvateur, hein. En termes de thérapie, l'équitation, c'est vraiment un gros point fort. Ici, on est exactement dans le massif de l'Estérel, précisément. Donc devant nous, on a le Mont Vinaigre et le Pic de l'Ours. Il y a de super randonnées à faire à pied ou à vélo, avec des levées de soleil juste incroyables. Toi, j'ai l'impression que c'est tout le massif de l'Estérel, hein, ta pépite. Oui, tout est toujours différent et c'est vraiment la diversité intemporelle du massif qui m'a séduite. Et tu voulais donner le plus beau des décors à tes chevaux? Oui. Je trouve que mon bureau et celui de mes chevaux est plutôt pas mal. Allez Sophie, je t'invite
invite à faire une petite pause au château de Cabran où Renaud nous attend pour une petite dégustation. Ah bah ça c'est chouette. Bonjour mesdames. Bonjour Salut Renaud. Bonjour Renaud. J'ai un peu l'impression de m'arrêter au saloon là. Oui, on va déguster le vin sur des barriques. Vous arrivez à cheval, c'est tout à fait ça. Alors la boisson sera un peu moins typique des saloons, évidemment. J'ai choisi de vous faire déguster un rosé de Garde. C'est juste pour goûter, hein, parce qu'on ne souffle pas dans le test quand on est à cheval, mais malgré tout, avec modération. Juste une dose de dégustation. Alors, tu sais que cette couleur un peu dorée, je trouve, moi, me fait penser aux couleurs de l'Estérel. Ça rappelle effectivement les porphyres de l'Estérel. Voilà un terroir qui donne une typicité, un caractère très particulier au vin. Alors, d'une part aux vins de Cabran, qui sont sur les premiers contreforts de l'Estérel que vous apercevez derrière moi, mais pas très loin des morts non plus, et avec une richesse géologique ici, qui reste d'origine volcanique, mais qui est assez rare, et en particulier cette belle ouverture sur la mer. Le vent à Cabran a vraiment une importance très particulière, parce que ça contribue beaucoup à tempérer le climat, à le rendre un peu plus frais l'été, un peu moins froid l'hiver évidemment, à sécher les vignes après chaque pluie. On a toujours un bon coup de Mistral après les pluies, ce qui assainit le vignoble, évite les maladies, et donc la vigne s'y plaît pas trop mal. Où est-ce que vous partez après? On va aller faire un petit tour au lac. Très bien, très bonne idée. Alors Sophie, je t'emmène vraiment dans un de mes coins favoris. C'est un petit lac vraiment sympa pour abreuver les chevaux et les laisser se baigner. Alors aujourd'hui, on va peut-être pas les laisser se baigner, mais on va pouvoir aller les faire boire. Quelque chose me dit que ça leur fait plaisir. Ah oui. Alors pour la descente, tu te mettras bien en arrière, on pousse dans les étriers. Hop. Et tu t'arrêtes juste au bord de l'eau. Allez Bianca. Ah bah elle y va carrément elle. Hein. Ouais, tu peux la laisser là, elle ira pas plus loin, t'inquiète. Tiens bien tes rênes. Super. Le petit bisou de la fin de nos chevaux. Occasion pour moi de te dire merci pour cette magnifique balade. C'était un plaisir Sophie, ça c'est vraiment des petits coins favoris où j'aime bien emmener mes cavaliers, où j'aime me retrouver aussi toute seule avec mes chevaux. Allez, on va aller voir par là. Yes. Geoffrey et Camille le savent bien, c'est dans les sous-bois que se cachent la plupart des animaux. Mais pour les identifier précisément, ouais, on va aller regarder les images. Ils ont posé ce piège photo il y a 3 semaines. On va regarder sur le PC. Il y a des choses sympas. Le Var, c'est un des départements les plus boisés de France. On a une grande diversité au niveau forestier, que ce soit de la mer aux Alpes. Donc on a forcément une biodiversité associée qui est très très riche. On a le loup, ça c'est cool par contre, trop bien. Sur le site, avec ne serait-ce que ce piège photo là, sur le secteur, sur la zone de passage, il y a déjà pas mal de choses. Bon, déjà les espèces très compliquées à observer comme les loups, ça c'est génial. Pour des spécialistes de la conservation animale comme eux, récupérer des clichés d'espèces aussi rares est une excellente nouvelle. Mais aujourd'hui, ils sont à la recherche d'autres invisibles. Des animaux impossibles à voir pour le néophyte et qu'il faut aller chercher en dehors des sentiers battus. Là, on va essayer de voir si dans les cavités autour, on ne trouve pas des espèces sensibles, que ce soit les chauves-souris ou d'autres espèces qu'on peut peut-être retrouver ici. Entrée un peu lugubre vers les sous-sols. Cette grotte n'a rien d'engageant pour un homme. Mais c'est certainement un refuge apprécié par ces animaux. On va descendre. Et Geoffrey ne tarde pas à trouver une toute première preuve. Là, on est sur une pelote de réjection. Donc en gros, c'est ce que les rapaces ne peuvent pas digérer, c'est-à-dire des plumes, des poils, des os, etc. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est la mandibule, donc la partie inférieure du crâne. Et là, on voit bien la petite incisive qui est là, de rongeur, probablement prédatée par les chouettes qui vivent ici. Et étant donné les plumes qu'on a juste à côté, là, on est sur de la chouette hulotte. Nos 2 experts s'aventurent plus loin pour vérifier la présence éventuelle de chauves-souris. Une espèce qui a déserté la grotte depuis des mois. Mais qui est apparemment de retour. Alors, il y en a une. Sérieux? Oui, il y a un petit rhino. Le rhinolophe,
cette petite chauve-souris de 6 cm est particulièrement sensible au bruit. Il faut baisser d'un ton en sa présence. Il y en a un autre ici. Il est ici, là. Là. Ou de menaces qui pèsent sur ces petits animaux. Par exemple, ça va être la perte de gîtes potentiels. Aussi, l'agriculture intensive, c'est un problème. On va utiliser beaucoup de pesticides qui vont impacter la nourriture des chauves-souris, qui sont les insectes. Donc il y a tout un tas de menaces qui existent. Et donc c'est pour ça qu'on a mis en place ces mesures de protection pour elles. En éclairant chaque paroi, Camille et Geoffrey découvrent 2 autres spécimens. Encore une donnée rassurante. Je vais en faire un petit tableau de base de données. Ça peut être pas mal. Grâce à ces observations, ils vont pouvoir mettre à jour le répertoire des espèces de ce massif et mieux les protéger. La nature sauvage et escarpée des sentiers de l'Estérel offre un refuge de choix pour d'autres espèces. Thibaut est un habitué du massif et il a l'œil bien exercé. Ah bah tiens, regarde là, on commence à avoir quelques petites traces, quelques petits indices. On voit qu'il a posé sa patte comme ça. Il sait parfaitement reconnaître les empreintes au sol. Juste là. On en a encore ici. Patte avant et patte arrière. On commence à avoir des traces de ce que l'on cherche. Ce soir, il espère s'approcher des cerfs du massif avec Alexandre, un garde de l'ONF. Salut Alex, comment tu vas? Et calme-toi. Bah écoute, ça va super. Ouais. Voilà, regarde. Oh, génial. J'adore à l'ancienne et tout, c'est parfait. Pour cette sortie, les 2 hommes n'ont pas choisi la tombée de la nuit par hasard. La dernière fois, on a vu un beau mâle qui bramait là. Ils se retrouvent essentiellement ici. C'est leur lieu de prédilection pour la reproduction. Ah, parce que c'est vraiment le centre où là, ils peuvent vraiment appeler un petit peu toutes les femelles. On voit que ça résonne dans pas mal de vallons aussi, hein, donc ça va très loin, hein, la portée de leur brut. Si tu viens, on va aller se mettre en observation. Allez, parfait. Allez, viens. Le brame commence au début de l'automne et dure une quinzaine de jours. Vraiment les couleurs magiques. Hein. En plus, tu as la tombée de la nuit. C'est un peu mystique, là, le massif de l'Estérel. Clairement. Là, regarde sur l'eucalyptus. Ouais, c'est des zones où ils viennent frotter leur bois. Bon, on est sur un frottis, c'est-à-dire quand le mâle il est plein de testostérone, il a des fois besoin de décharger un petit peu. Le cerf, c'est un peu comme un boxeur. C'est-à-dire que un boxeur, ça s'entraîne contre un punching ball. Et lui, c'est un peu la même chose. Il vient se frotter pour savoir s'il va être plus ou moins fort que les autres cerfs. C'est au crépuscule, lorsqu'il n'y a plus aucune activité humaine, qu'on a le plus de chances d'entendre les cerfs. Et ce soir, la nuit est déjà tombée lorsque la patience des 2 hommes est enfin récompensée. Un concert étrange qui va résonner encore quelques nuits dans ces montagnes. Depuis le début de ces aventures, j'ai demandé à toutes celles et à tous ceux que j'ai eu le plaisir de rencontrer de me faire part de leurs pépites, de leurs coups de cœur dans la région. Ils ont vraiment été très généreux. À mon tour de vous montrer une des pépites de la région. Nous sommes vraiment dans le prolongement du massif de l'Estérel, dans un endroit vraiment spectaculaire. Nous sommes au cœur des gorges du Blavet, à la frontière entre les communes de Roquebrune-sur-Argence et de Bagnols-en-Forêt. Des gorges du Blavet qui s'étendent sur près de 10 km avec cette roche volcanique si typique de la région qui a été creusée au fil du temps. Je vous laisse admirer le paysage.
C'est dans ce décor de Colorado varois que je vous quitte. J'étais très heureuse de pouvoir vous accompagner dans ces paysages que j'aime tant. Comme quoi, on n'a pas besoin de partir au bout du monde pour pouvoir profiter de décors spectaculaires. Merci de faire toujours partie du voyage et de suivre nos échappées belles que vous pouvez retrouver grâce au replay sur France.tv. Et n'hésitez pas également à nous donner de vos nouvelles sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse très fort et comme d'habitude, faites de beaux voyages.